Alors, bonjour Monsieur le Ministre, bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous remercier d'être venus aujourd'hui à cette conférence qui est organisée par l'association Critique de la Raison Européenne. Donc certains disent CRE, d'autres CRE. Quoi qu'il en soit, c'est une association transpartisane qui a été créée l'an dernier par des étudiants de Sciences Po et qui est déjà répandue depuis cette année dans une dizaine d'universités françaises. Alors si on a créé cette association l'an dernier, c'était parce qu'on aimait se décrire comme des étudiants euro-mécréants, dans le sens où on n'acceptait pas le discours classique, je dirais même le dogme sur l'Union européenne. On n'avait pas une foi aveugle dans les institutions de l'Union européenne. Donc non pas que nous voulons tout casser ou tout refaire, mais nous pensons que oui, il est nécessaire d'avoir une entente entre les peuples européens, mais pas celle que l'on a choisie aujourd'hui, ou plutôt pas celle que l'on n'a pas choisie aujourd'hui, justement. Donc je vous le disais, c'est une association transpartisane, dans le sens où la plupart des partis politiques de droite comme de gauche sont représentés au sein de l'association. Alors c'est pour ça que certains d'entre nous sont là parce qu'ils critiquent le caractère antisocial de l'Union européenne, d'autres son caractère antidémocratique, d'autres encore par souverainisme. Pour tout vous dire, la plupart critiquent les trois en même temps. Et donc la diversité de nos opinions politiques nous a permis de recevoir déjà des personnalités diverses, comme Jacques Sapir, Pierre Manant, Coralie Delhomme. Et nous espérons recevoir dans les mois qui viennent Marie-France Garot, Henri Guénaud bientôt, Jacques Généreux et Éric Zemmour. Donc pour ceux que ça intéresse, d'accord. Pour ceux que ça intéresse, je vous propose d'aller voir la page Facebook ou le compte Twitter, creux-Sciences Po, voilà, pour être tenu au courant des lieux et des horaires. Donc, pour finir, Monsieur le Ministre, j'aimerais vous transmettre un message de justement Éric Zemmour qui vous passe le bonjour et qui me dit de vous dire qu'il aurait rêvé être à votre place, ce qui lui a malheureusement été rendu impossible, puisque Sciences Po a refusé sa venue pour des raisons de sécurité, a priori. Donc bon, on ne va pas faire de politique, et dans l'esprit du 11 janvier, on va oublier et remercier Sciences Po de nous avoir aujourd'hui donné la possibilité de vous inviter, et vous remercier, vous, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci encore. Bonsoir à tous. Alors la conférence de ce soir est intitulée Europe, la montée des périls, et je pense qu'on peut dire que l'affluence de ce soir démontre l'intérêt que suscite notre invité de ce soir. Nous avons en effet l'honneur de recevoir Jean-Pierre Chevènement, grande figure de la vie politique française. Je rappelle rapidement son parcours. Vous avez été membre fondateur du Parti socialiste lors de sa création au Congrès d'Épinay en 1974. Vous avez activement contribué à la victoire de François Mitterrand. 71, vous n'étiez pas né. 71, excusez-moi. Vous avez activement contribué à l'écriture du programme commun de 81, qui a conduit à la victoire de François Mitterrand. Fort de cette expérience, vous enchaînez les postes ministériels, industrie, éducation, défense et intérieur, tout en conservant une liberté d'analyse et de choix lors de vos démissions successives de ces ministères. Car vos démissions sont le symbole d'un désaccord de fond que vous avez avec le Parti socialiste d'alors, celui de la mise en œuvre de la politique libérale à partir du tournant de la rigueur de 1983, lors du maintien du franc dans le système monétaire européen. À partir de cette date, vous n'aurez de cesse de dénoncer les contradictions d'une gauche plaidant la construction d'une Europe sociale fantasmée. La constance des analyses et l'exactitude de vos mises en garde face à l'enjeu européen donne, je le pense, aujourd'hui, alors que les pays du Sud sont confrontés à des plans d'austérité drastiques, une pertinence nouvelle. Votre candidature au-dessus des clivages en 2002 aura permis d'affirmer ces idées républicaines-là, et aujourd'hui président d'honneur du mouvement républicain et citoyen, et président de la Fondation Respublica, vous vous consacrez essentiellement à l'écriture. Je rappelle que votre dernier ouvrage, Europe 1914-2014, l'Europe sortie de l'histoire, est sorti en 2013 chez Fayard. Je vous laisse la parole. Eh bien, merci de m'accueillir. Critique de la raison européenne, ça m'interpelle, parce que y a-t-il véritablement une raison européenne? D'ailleurs, y a-t-il une raison? Ne faudrait-il pas parler plutôt de raison néolibérale, tant en fait l'Europe telle qu'elle s'est construite a été accommodée à la sauce du néolibéralisme triomphant à partir du début des années 80, disons à partir de 1983, et
quelle est la raison qui, en définitive, va l'emporter? Car, naturellement, ce tournant de 1983, que j'ai combattu, et qui est vraiment fondateur, je le pense, non seulement dans l'histoire de la gauche, mais dans l'histoire de la France, et même plus largement, tant le rôle d'un certain nombre de responsables politiques et économiques français a été grand dans l'histoire économique du monde tout entier, parce que le néolibéralisme n'est pas seulement une importation américaine, c'est une mise en forme, une codification qui a été faite par des Français à l'échelle non seulement de la France et de l'Europe, de l'Union européenne, je pense évidemment à Jacques Delors, mais avec tous ceux qui l'ont accompagné, mais au niveau de l'OCDE, où, je dirais, les mêmes responsables, influencés par les mêmes idées, sévissaient, au Fonds monétaire international, M. Camdessus, à l'époque. Donc, on peut dire que les Français ont vraiment imprimé leur marque à ce tournant néolibéral, qui est un tournant à l'échelle mondiale, qui procède évidemment de causes infiniment plus profondes. Nous passons d'un système de production à un autre, du Fordisme à un système d'éclatement de la formation, de la chaîne de valeur, comme on dit aujourd'hui. J'espère que je m'exprime conformément à ce qui vous est enseigné, hein, bien que n'ayant que de très lointains échos de la pensée dans laquelle on vous éduque, mais je pense que ce tournant est pris dès la fin des années 70 avec la volonté de casser l'hyperinflation qui s'était développée à la suite non pas tant des chocs pétroliers que de la flottaison des monnaies. Vous vous souvenez peut-être que au début de la décennie 70, la convertibilité or du dollar est suspendue. Il s'ensuit une inflation considérable. On oublie par exemple qu'en 1980, l'inflation au temps de M. Raymond Barre, qui passe pourtant pour paix à sa mémoire, qui était le parangon de l'orthodoxie du point de vue de l'économie, c'était le meilleur économiste de France, nous disait à l'époque M. Giscard d'Estaing, l'inflation atteint 13%. Et à l'échelle mondiale, et d'abord aux États-Unis, il y a une politique qui est menée pour casser l'inflation, c'est la politique des hauts taux d'intérêt de Paul Volcker, qui est à l'époque le président de la Fed, de la Réserve fédérale. Donc, Mme Thatcher vient au pouvoir en Grande-Bretagne en 1979 et M. Reagan aux États-Unis en 1980. Pas de chance pour lui, François Mitterrand, enfin, il ne pensait pas comme ça. Il vient au pouvoir, lui aussi, en 1981, mais pas de chance pour lui parce qu'il vient au pouvoir après que Mme Thatcher et M. Reagan sont venus au pouvoir dans les pays anglo-saxons. Et naturellement, c'est dans ce contexte qu'il faut interpréter le virage des années 83. Vous m'entendez bien? N'hésitez pas à vous agiter si vous ne m'entendiez plus. Ce serait que peut-être j'aurais perdu ma voix. Donc, je m'interroge, si vous voulez, pour revenir à l'intitulé de votre club, nombreux, hein, le Creux, hein, je m'interroge s'il ne faudrait pas incriminer la raison néolibérale autant que la raison européenne, parce que l'Europe, en réalité, n'est pas forcément une mauvaise idée. D'ailleurs, vous l'avez dit, madame, on dit comme ça maintenant. Hein. Donc, vous l'avez dit, l'Europe n'est pas forcément une mauvaise idée, si on entend par là le rapprochement des peuples européens, que des guerres ruineuses ont opposé, surtout dans le dernier siècle, dans l'avant-dernier siècle, enfin le siècle d'avant le nôtre. Mais cette Europe n'a-t-elle pas été sacrifiée finalement au néolibéralisme? L'acte unique n'est-il pas le grand acte de dérégulation à l'échelle du continent, alors que la dérégulation faisait déjà son chemin
en Angleterre, aux États-Unis, eh bien, l'Europe s'aligne, elle s'aligne avec la Grande-Bretagne, naturellement, et on va introduire dans l'acte unique un certain nombre de dispositions qui sont faites pour séduire Madame Thatcher. Monsieur Delors ne le cache pas du tout. Il utilise ce qu'il appelle les vents dominants, comme un barreur avisé qui sait qu'en utilisant les vents dominants, on peut peut-être aller contre le vent. Mais est-ce le cas? Est-ce que les vents dominants n'ont pas embarqué les skiffs européens dans la direction dans laquelle ils soufflaient? Et il faut se poser cette question. J'oubliais de vous dire, enfin je le suggérais, Jacques Delors se flatte d'avoir introduit l'idée d'une monnaie européenne dans l'acte unique parce que ça plaisait à Mme Thatcher et que Mme Thatcher était déjà très contente de la dérégulation parce qu'elle voyait triompher ses idées en Europe et l'idée d'une monnaie unique à l'époque ne lui déplaisait pas. Mais on ne savait pas encore quelle forme prendrait cette monnaie. Serait-elle unique ou serait-elle commune? Enfin, il y avait l'idée qu'au-dessus de la construction économique, on mettrait une sorte de sommet, comment est-ce qu'on dit au-dessus de l'obélisque? Qu'est-ce qu'il y a? Une flamme, hein, on couronnerait l'édifice par une monnaie européenne. Cette idée avait d'ailleurs déjà été agitée dans les années 70. Ceux qui s'en souviennent, parmi vous, ils sont forcément assez rares, mais vous lisez, donc vous pouvez le savoir, se souviennent que le plan Werner avait éclos à ce moment-là. On avait mis sur pied un serpent monétaire européen, duquel nous avions dû, avec M. Giscard d'Estaing, se retirer promptement parce que les écarts de taux étaient insoutenables entre la France et l'Allemagne. Et on oublie toujours de le rappeler, mais M. Giscard d'Estaing a réalisé une dévaluation de près de 40% par rapport au Deutschmark. C'était en 1975, je crois. Et il faudrait revenir aussi à la dévaluation Pompidou, beaucoup plus faible, de 1972, pour voir que tous les présidents de la République, à l'époque, commençaient leur septennat, hein, c'était encore le septennat, par une dévaluation, qui leur donnait une marge de compétitivité, qu'ils usaient d'ailleurs assez vite, mais c'est comme ça que la machine fonctionnait. Et quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, le débat a été vif au sein de la majorité de gauche de l'époque pour savoir s'il fallait en faire autant. Il n'y a pas eu de décision franche et le tournant de 1983 s'est pris, je crois pouvoir le dire, contre la vie intime de François Mitterrand, qui au départ, sous l'influence de quelques ministres, et surtout de Jean Ribou, qui était son conseiller économique préféré, un grand industriel, président de Schlumberger, il voulait sortir au moins provisoirement du système monétaire européen. À l'époque, il y avait un système monétaire européen reconstruit après le serpent par M. Giscard d'Estaing, par M. Schmitt, 1978, il était entré en vigueur en 1979, à l'époque condamné par le Parti socialiste, mais finalement adoubé et reconnu par les socialistes, une fois ceux-ci venus au pouvoir en 1983, en mars 1983. C'était le début de l'acheminement vers la monnaie unique dont je vous entretiendrai tout à l'heure. Mais la question que je voulais poser d'emblée pour répondre à votre creux, c'est l'Europe n'a-t-elle pas été sacrifiée à la raison néolibérale, pour commencer? Alors, ça n'empêche pas, évidemment, qu'on puisse beaucoup critiquer la manière dont l'Europe s'est faite. Car si, j'ai bien compris, nous sommes assez d'accord sur l'idée qu'une solidarité croissante des peuples européens nous paraît souhaitable. Vous ne la combattez pas. On ne peut pas raisonnablement combattre cette idée-là. Et elle est souhaitable. Mais la question se pose de savoir sur quelle base elle va se réaliser. Cette question a été débattue depuis longtemps. Et on peut dire que la construction européenne, qui a été inventée par un Français, Jean Monnet, enfin, c'est peut-être oublier ceux qui l'ont précédé. On trouve des idées semblables, mais agitées par, même en France, par Sully, par Kant en Allemagne, par
différents esprits. L'idée du concert européen était admise depuis longtemps. Disons que ce sont les deux guerres mondiales qui ont rendu l'idée européenne populaire, parce qu'on a pensé voir dans l'Europe le moyen de les éviter pour la suite. Analyse très superficielle. On vous dit l'Europe, c'est la paix. C'est d'ailleurs la principale justification qu'on a donnée de l'Europe pendant très longtemps. Mais ce qui a créé la paix en Europe, c'est la bombache. Enfin, c'est la bomba d'abord, et la bombache ensuite. Parce que en 1945, l'Europe, franchement, n'était plus en état de se battre. Tous les peuples européens étaient plongés dans la ruine matérielle et quelquefois morale, dans une telle désolation que l'idée de la guerre paraissait peu crédible entre les nations européennes. De toute façon, ce qui dominait le champ international, c'était d'un côté les États-Unis et de l'autre la Russie, ou si vous voulez l'URSS. Et c'est l'équilibre de ces deux formidables puissances, dont l'une était une puissance atomique et dont l'autre disposait d'une armée innombrable qui avait refoulé le nazisme jusqu'au cœur de l'Europe, jusqu'à Berlin et même au-delà, et qui très rapidement s'est doté d'armes nucléaires dès 1948, grâce à Sakharov, dont on révère aujourd'hui la grande figure morale, mais on oublie de dire qu'il a été aussi le créateur de la bombe A et H soviétique. Enfin, Einstein avait également mis du chien du côté américain. Donc, à l'époque, ce qui crée la paix, c'est l'équilibre. L'équilibre qu'on va appeler de la terreur, puisqu'il est fondé sur l'arme nucléaire. Il y aura jusqu'à 50 000 têtes nucléaires de part et d'autre. Puis tout ça va s'effondrer, heureusement sans faire de mort, parce que, évidemment, ça devenait... c'était la destruction mutuelle assurée, pour parler comme les stratèges de l'époque. Donc, l'Europe ne s'est pas faite pour répondre à une nécessité de paix. C'est plutôt le souvenir, comme toujours reconstruit, des guerres mondiales, et d'abord de la première, curieusement, qui a conduit à la magnification, on peut dire ça, magnification, à la sublimation de l'idée européenne. On a imputé aux nations la responsabilité de la Première Guerre mondiale. C'est très inexact quand on regarde la réalité, et tous les historiens sont convenus, les peuples n'étaient nullement bellicistes. Il y avait dans les élites et au niveau des décideurs, des gens qui évidemment étaient animés par une idéologie nationaliste qui n'a pas grand-chose à voir avec la nation, dont on peut même penser qu'elle est une maladie, une perversion de l'idée nationale. Et il y a eu plusieurs théories qui ont été élaborées, sur lesquelles je vais ne pas m'étendre parce que ce n'est pas vraiment le sujet, mais je pense que la véritable origine de la Première Guerre mondiale, c'est dans la théorie de l'hégémone qu'on peut la trouver, c'est-à-dire que dans la mondialisation libérale qui a précédé 1914, la modification de la hiérarchie des puissances a été telle que la montée rapide de l'Allemagne impériale a beaucoup inquiété la puissance dominante de l'époque, qui était la puissance britannique. La Grande-Bretagne dominait le monde à travers les mers, à travers sa flotte, à travers son empire, et c'est la construction d'une puissante flotte de guerre allemande sous l'impulsion des idées pangermanistes et de l'amiral von Tirpitz à partir de 1897, et l'idée que l'Allemagne devait se faire une place au soleil, toujours selon la même idéologie, qui pouvait être soit un empire colonial en Afrique, soit un empire colonial à l'est de l'Europe, jusqu'en Ukraine et jusqu'à la Baltique, en refoulant les Russes aussi loin que possible dans leurs forêts, et dans leur toundra. C'est cette idée-là qui a conduit à la Première Guerre mondiale, parce que les Anglais ne pouvaient pas accepter que l'Allemagne domine le continent. Or, l'Allemagne avait mis au point un plan de guerre préventive qui consistait à abattre
la France, pour commencer, pour se retourner ensuite contre la Russie. C'était le plan Schlieffen. C'est ce plan qui a été mis en œuvre. Alors, comme la planification militaire portait sur des masses immenses, une fois qu'on a appuyé sur le bouton et que tout ça se met en route, les trains, tout ça, on ne peut plus rien arrêter. Même il faut ne pas se laisser griller par l'adversaire. Et la course à la guerre s'est engagée dans ces conditions. Je crois que c'est très injuste d'en faire porter la responsabilité aux nations. Si on veut bien admettre que les nations, c'est l'espace politique où les gens peuvent le mieux s'entendre pour des raisons qui sont d'abord des raisons de langue. Ils s'entendent, ils se comprennent, ils débattent, enfin ils se comprennent ou ils ne se comprennent pas, mais enfin ils débattent, ils finissent par voter, et puis voilà, ils déterminent un intérêt général qui peut être une erreur, mais la démocratie procède par erreur corrigée. Donc la nation, qui est le cadre de la démocratie, est diabolisé et discrédité à la lumière de ce qu'a été l'horreur de la Première Guerre mondiale, qu'aucun des décideurs n'avait d'ailleurs imaginé aussi longue et aussi destructrice. Ça, c'est une erreur partagée. Ils pensaient tous que ça durerait quelques mois, à commencer par les Allemands, qui n'avaient de munitions que jusqu'au mois d'octobre 1914. Donc ils se sont trompés sur la longueur de la guerre. Disons que la bataille de la Marne a été gagnée par la France et a conduit à la guerre des tranchées, donc à une guerre d'attrition. Et cette guerre a laissé de si épouvantables souvenirs, et la paix de Versailles a été si difficile, elle-même d'ailleurs très injustement critiquée, parce que on a dit que les réparations ont été fixées à un niveau trop élevé, c'est la thèse de Keynes. Les réparations n'ont pas été payées. Il y a eu deux plans d'origine américaine, le plan Davis en 1924 et le plan Young en 1931, je crois, ou 30 ou 31, qui ont annulé la plupart des dettes allemandes. Et puis le rate allemand a été inscrit dans le très long terme. Puis je dirais que très vite, en 1932, je crois, l'Allemagne a décidé qu'elle suspendait les paiements. Donc, cette critique est un peu superficielle. La réalité, c'est que le traité de Versailles devait résoudre d'abord un problème de fond, qui était la mise en application du droit à l'autodétermination des peuples, qui était un des points principaux des 14 points de Wilson. Les raisons pour lesquelles l'Amérique était rentrée en guerre, il fallait les expliquer. Et Wilson, en janvier 1918, a énoncé les 14 points. Et c'est sur cette base-là que l'Allemagne a d'ailleurs demandé l'armistice. Eh bien, l'application du droit à l'autodétermination devait forcément conduire à reconstituer la Pologne, à faire une place aux Tchèques, l'ancienne Bohème. Il y avait les Slovaques. Ils ont décidé de faire un même pays, qui s'est depuis divisé, la Tchécoslovaquie. Les Serbes ont considéré que pas grand-chose en dehors de l'écriture et de la religion, mais c'est beaucoup, les séparer des Croates puisqu'ils parlent la même langue, et que les Bosniaques musulmans parlent aussi le serbo-croate, comme on dit. Donc ils ont fait la Yougoslavie. La Roumanie a voulu reconquérir les régions majoritairement peuplées de Roumains, mais où il y avait d'importantes minorités magyares, hongroises, qui existait aussi en Slovaquie, qui existait en Serbie, en Voïvodine. Donc la carte de l'Europe a été remodelée. Il fallait reconstituer la Pologne, qui avait été partagée au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle. Et tout cela sur la base d'une carte complètement modifiée, puisque l'Allemagne avait imposé la paix de Brest-Litovsk, qui était une paix très dure, qui refoulait la Russie très loin à l'est, donnait l'indépendance à des pays comme les pays baltes, comme l'Ukraine, la Géorgie, etc. Une carte assez voisine de celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc, la paix de Versailles, à mon avis, avait des difficultés très grandes à résoudre sur le plan politique d'abord. C'était le dessin des nouvelles frontières, ce qui ne pouvait pas se faire sans susciter des animosités, parce qu'il y avait des minorités, soit hongroises, soit allemandes, et cela a été à l'origine de nombreux contentieux, par exemple concernant la Silésie, ou bien encore Danzig,
ou bien encore les Sudètes. Il est vrai que les Allemands des Sudètes n'étaient pas d'anciens Allemands, c'était d'anciens Autrichiens, puisque c'était l'Empire d'Autriche-Hongrie. Enfin, on peut critiquer la paix de Versailles pour tout un tas de raisons. Et la principale, à mon avis, faiblesse du traité de Versailles, c'est qu'il n'y avait pas de garantie américaine. Les Américains se sont retirés du jeu. Wilson a été battu aux élections de 1920 par un inconnu dénommé Warren Harding. Et les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de Versailles, ont conclu une paix séparée avec l'Allemagne, ont refusé d'honorer les garanties données par Wilson à Clemenceau, car Clemenceau avait accepté l'armistice contre Foch et Poincaré, parce que Wilson lui avait dit « mais nous garantirons la France en cas de nouvelle agression de l'assistance des États-Unis ». Les États-Unis n'ont pas adhéré non plus à la Société des Nations. Et à mon sens, c'est là la grande faiblesse de la paix de Versailles, c'est qu'elle repose presque uniquement sur la force de l'armée française. Or, l'armée française va s'endormir très vite sur ses lauriers, si on peut dire. Et par conséquent, c'est un édifice extrêmement fragile. La Grande-Bretagne critique très vite la France, soupçonnée de visée hégémoniste en Europe. Par conséquent, l'entre-deux-guerres va être un entre-deux-guerres très bancal, où la France est assez isolée, n'a pas de véritable allié, ou alors doit demander à la Grande-Bretagne son avis, et l'avis de la Grande-Bretagne sera toujours par exemple, de freiner la France et de faire prévaloir la doctrine dite de l'appeasement, traduisez, je n'ai pas besoin de le faire, la doctrine de l'appeasement par rapport à l'Allemagne, et notamment à l'Allemagne de Hitler, au moment de la réoccupation de la rive gauche du Rhin, ou bien de l'Anschluss, de l'Autriche, ou bien de Munich, et de l'appropriation par l'Allemagne des Sudètes, et puis la fin de l'État tchèque, jusqu'à l'affaire de Danzig, où les Anglais, Chamberlain, leur Premier ministre, décident que c'est trop. C'est un gentleman trompé qui décide de déclarer la guerre. Et la France, dans les heures qui suivent, en fait autant. Donc, sans une vision très claire de ce qui va se passer. J'évoque cette période parce que, naturellement, les Français ont voulu faire respecter l'édifice de Versailles, et notamment sur le plan des réparations, ils ont cru utile d'occuper la Roue en 1923, ce qui a été désapprouvé par les anglo-saxons et par tout le monde. Donc, le gouvernement ayant été battu, c'est le cartel des gauches qui l'a emporté, et le gouvernement de cartel des gauches a changé radicalement sa position. Ce fut l'affaire du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Briand, et Briand s'est voulu un Européen, c'est-à-dire qu'il a tendu la main à son homologue allemand, qui s'appelait Gustav Stresemann, et ça a donné les accords de Locarno où l'Allemagne reconnaissait ses frontières occidentales, mais pas ses frontières orientales, celles qui faisaient problème, notamment avec la Pologne. Je dois citer ici un nom, celui de Koudenov-Kalergi, un diplomate austro-hongrois qui avait joué un rôle important dans la germination des idées européennes et qui voulait faire une grande Europe allant de la Finlande au Portugal, de l'Islande jusqu'à la Grèce, etc., en commençant par le noyau carolingien. Ça, c'est une idée de Koudenov-Kalergi qui, après différentes évolutions, finit par demander la naturalisation française en 1939. Bon. On lui a donné longtemps après le prix Charlemagne. Quand la Deuxième Guerre mondiale s'achève, la Deuxième Guerre mondiale est à la fois une surenchère du pangermanisme sur la première, sur les résultats de la première, mais c'est plus que ça. C'est aussi l'entreprise démente des nationaux-socialistes sur la base d'une théorie racialiste pour remodeler complètement la carte de l'Europe et créer ce fameux empire colonial à l'Est qui passe par non seulement l'élimination des Juifs, mais aussi des Slaves, et le fait qu'on les repousse très loin à l'Est. Donc, toutes les nations européennes sortent ruinées matériellement et moralement, c'est surtout vrai de l'Allemagne,
après la découverte des camps, c'est quand même évidemment un spectacle insupportable. L'Italie sort quand même affaiblie par le fascisme, même si elle s'en est débarrassée en 1943. Le Grand Conseil fasciste lui-même a mis Mussolini en minorité, comme vous le savez peut-être. Et puis s'en est ensuivi une guerre civile entre Mussolini, libéré par les Allemands, et sa république de Salo. C'est Salo Hello, c'est le nom de sa capitale. Et puis les partisans et les gens qui étaient derrière le gouvernement de Rome. La monarchie n'était pas encore abolie. Elle ne la sera qu'après. Donc, les nations européennes sortent vraiment en très mauvais état de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'idée de l'Europe, comme je le vous disais tout à l'heure, c'est une idée française. C'est une idée qui est reprise par Jean Monnet dès 1943. Jean Monnet est envoyé en fait par Roosevelt à Alger pour savonner la planche de Gaulle et permettre à Giraud de l'emporter, mais on ne peut pas aller contre la nature des choses. Et entre je dirais, un âne et un étalon, il n'y a pas de concours équitable. De Gaulle l'emporte, avec le soutien de Jean Moulin et du CNR, vous connaissez tout cela. Mais derrière Jean Monnet, qui est récupéré par De Gaulle comme ministre du ravitaillement, parce que De Gaulle sait qu'il a des accointances aux États-Unis, que par conséquent, pour équiper l'armée française et obtenir les chars, les canons, etc., il sera très utile. Donc il employait ce qu'il avait au magasin. Mais Monnet a aussi, à ce moment-là, parce que c'est un type qui a toujours beaucoup d'imagination, à l'idée de reconstruire l'Europe d'après-guerre sur la base non plus des souverainetés nationales, mais en marginalisant les souverainetés nationales, dont il pense que de là vient tout le mal. Il pense que c'est les nations qui ont enfanté les deux guerres mondiales. Par conséquent, il faut mettre les souverainetés nationales autant que possible à l'écart et confier le pouvoir à une haute autorité, qui va devenir ensuite la Commission européenne. Et sur la base du marché, et bien évidemment sous l'ombrelle américaine, sous la protection des États-Unis. Je pense que pour comprendre bien ce qu'est l'idée européenne telle qu'elle est conçue à ce moment-là, il faut avoir ces différents éléments en tête. Il faut marginaliser les souverainetés nationales, d'où le monopole de la proposition législative qui est donnée à la haute autorité du marché commun et de l'acier, puis du marché commun, la Commission européenne. Elle ne s'appelle plus haute autorité, mais commission. Et les États peuvent évidemment amender, dire oui, dire non, etc. Mais la proposition, elle est toujours reprise par la Commission. Deuxièmement, ça se fait sous l'ombrelle américaine. On est au début de la guerre froide. On ne peut pas comprendre l'Europe si on ne voit pas qu'elle s'insère dans le dispositif américain en Europe. Ce qu'on appelle l'Europe de l'Ouest, c'est la partie de l'Europe qui échappe à l'occupation soviétique. Donc, dès le départ, on va imaginer un projet d'armée européenne, ce qu'on appelle la CED, qui, après avoir vivoté comme projet, sera écarté par l'Assemblée nationale, à l'initiative d'ailleurs de Pierre Mendès France en 1954. Et puis, troisième élément, c'est le marché. Et ça, c'était quand même une bonne idée. Il fallait essayer de libérer les échanges entre les différents pays européens. Donc, c'est cela, la pensée de Jean Monnet, qui va se traduire à partir de 1950, déclaration de Robert Schuman, créée à partir de solidarité de fait, une union toujours plus étroite des peuples européens. Et il propose une communauté européenne du charbon et de l'acier qui met la France et l'Allemagne à égalité. Et Adenauer dira à Jean Monnet, vous êtes non pas enfin quelque chose comme vous êtes l'envoyé de Dieu, je vous accueille comme le Messie. Enfin, je parle d'une scène qui s'est passée il y a plus de 60 ans. Et c'était un chrétien démocrate, enfin, c'était un grand catholique, Konrad Adenauer. Et en 1951, il y a donc la CECA qui se crée. La CED est rejetée et on fait entrer l'Allemagne
dans l'OTAN, puisque c'était le problème. Au fond, il fallait pouvoir s'appuyer sur l'Allemagne pour faire barrage aux Soviétiques s'il leur venait à l'idée, comme on le croit toujours, à propos des Russes, d'entamer une grande offensive vers l'Ouest. Donc l'Allemagne est réarmée dans le cadre de l'OTAN, c'est le traité de Paris, dans certaines conditions, puisqu'on lui interdit l'accès aux armes ABC, nucléaires, chimiques et bactériologiques. Mais l'échec de la CED provoque chez les Européens, comme on dit, entre guillemets, moi je les appelle plutôt les européistes, parce qu'ils considèrent que l'Europe doit se construire en substitut des nations. Et je pense que là est le vrai problème. C'est qu'au lieu de penser l'Europe comme une confédération de nations, dans le prolongement des nations, et peut-être un jour une fédération, je n'en sais rien. Mais disons qu'à vue humaine, ça n'est pas pensable et ça n'est pas possible, et on le voit aujourd'hui. Eh bien, les Européens se réunissent dans une conférence informelle, conférence de Messine, où ils vont élaborer le projet de traité de marché commun, le traité de Rome, signé et voté en 1957. Voilà comment naît la construction européenne, mais le général de Gaulle revient au pouvoir en France, et vous sentez bien que la souveraineté nationale qu'il fallait tenir en lisière, c'était surtout la souveraineté nationale française. Parce que la souveraineté nationale allemande n'existait plus à ce moment-là. Elle était confisquée par les Alliés. La souveraineté nationale italienne était quand même pas mal ébréchée. Et dans les 6, c'était vraiment la souveraineté nationale française qui faisait problème. Donc, le général de Gaulle revient au pouvoir et il décide plusieurs choses. D'abord, il fait en sorte que le traité de Rome puisse entrer en vigueur. Il accepte le marché commun, c'est-à-dire l'union douanière, le tarif extérieur commun. Deuxièmement, il tend la main à Adenauer, qui vient le voir à Colombey. Finalement, le contact est très bon. Adenauer tombe sous le charme du général de Gaulle et Charles de Gaulle va l'inviter ensuite à Reims. On va faire une messe, c'est pas très laïque, mais enfin, faire une messe à la cathédrale des Sacres. Et ces deux grands catholiques, enfin, l'un l'était à titre très privé, je dirais, mais il l'était. Disons que en 1962, Charles de Gaulle entreprend un voyage en Allemagne. Il est accueilli triomphalement. Il salue la jeunesse allemande, qui est la jeunesse d'un grand peuple, dit-il, qui certes a commis beaucoup de fautes, mais qui a apporté, dont chacun peut se souvenir, mais qui a apporté beaucoup de choses à la civilisation dans l'ordre de la science, du progrès, de la philosophie, de la musique, des arts, etc. Bref, il est reçu, j'allais dire comme un dieu, parce qu'il relève moralement les Allemands, qui étaient quand même encore à l'époque sous le coup de massue qu'ils avaient reçu en 1945, coup de massue moral, autant que matériel. Donc De Gaulle joue le grand jeu avec l'Allemagne, et il essaye de pousser un projet de confédération européenne, projet de confédération politique, c'est ce qu'on appelle le plan Fouché, entre les 6 pays de l'Europe occidentale. Ce plan échoue du fait du Premier ministre néerlandais, Joseph Luns, mais en fait parce que les Américains y sont hostiles, et en Allemagne on n'y est pas favorable non plus, et nulle part on y est favorable, et même en France, l'opposition, parce qu'elle est évidemment dans l'opposition, elle y était aussi opposée, donc en fait Charles de Gaulle se retrouve avec son plan Fouché sur les bras. Il tente une opération vers l'Allemagne et il passe un traité de l'Élysée, en janvier 1963. Et ce traité est adopté par le Parlement français et en Allemagne par le Bundestag, mais avec un préambule qui le vide de sa substance, qui explique que l'Europe ne doit pas se construire pour exister par elle-même, mais qu'elle doit faire passer en priorité l'alliance avec les États-Unis, dans le contexte qui est celui d'alors, la guerre froide. C'est compréhensible du point de vue des Allemands, il faut le dire. À l'époque, ils sont divisés, ils veulent récupérer leur unité, et ils pensent qu'ils doivent compter surtout sur les États-Unis, plus que sur la France, même si la France commence à s'équiper d'armes nucléaires. Mais les Allemands, pour des raisons encore une fois très compréhensibles, ne donnent pas vraiment suite au traité de l'Élysée.
dont chacun connaît les limites. Il y a quelques dispositions qui sont entrées en vigueur. Par exemple, en matière de linguistique, ça n'a pas marché. Mais il y a eu l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse. Il y a eu Arte dans le domaine de la télévision. Ce n'est pas négligeable. En matière militaire, une coopération de défense à laquelle j'ai puissamment contribué, puisque j'ai mis sur pied l'unité qu'on appelle la Brigade franco-allemande, en 1988. Elle avait beaucoup tardé. Je constate simplement qu'elle n'a jamais été utilisée opérationnellement, à ce jour. Quand je suis allé en Union soviétique, c'était encore l'Union soviétique. En 1989, j'ai été reçu à l'Académie Vorochilov. Il y avait tous les officiers russes qui étaient là, enfin soviétiques à l'époque. Et ensuite, d'aller prendre un verre et le ministre de la Défense m'a dit « Mais cette brigade franco-allemande, à quoi sert-elle » Je lui ai dit « C'est un formidable laboratoire de langue. » Alors il a ri, et on est passé à autre chose. Alors, le général de Gaulle, pour revenir à lui, était évidemment un peu déçu de ce double échec. En 1965, il a fait une crise, c'est la crise de la chaise vide, c'est-à-dire qu'il s'est opposé à M. Hallstein, qui était le président de la commission, pour introduire l'idée d'un droit de veto. C'est ce qu'on a appelé le compromis de Luxembourg. 1966. Et puis, le général de Gaulle a choisi le grand large, à l'époque, la grande Europe. Il a fait un certain nombre de démarches tendant à faire sortir la France de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN. Et en même temps, il est allé à Moscou pour lancer ce qu'il a appelé en 1966 une politique de détente, d'entente, de coopération. C'était un peu l'Ostpolitik à la française, avant que les Allemands ne lancent cette politique à l'Est dans les années 70, mais qui s'inscrivait dans le même dessein d'une Europe qui regarderait au-delà du rideau de fer et qui un jour engloberait les pays qui sont de l'autre côté. L'idée de l'Europe européenne. J'ai oublié de vous dire que De Gaulle a quand même imposer une politique commune, c'est la politique agricole commune. Alors, l'héritage de Gaulle, c'est l'idée confédérale, l'union douanière, la politique agricole commune et l'idée d'une Europe européenne, c'est-à-dire d'une Europe qui serait un acteur par elle-même, qui ne serait pas un objet dans les relations internationales. Et nous allons voir maintenant, puisque le titre de la conférence s'appelle « La montée des périls », il me reste combien, une demi-heure? Pas tout à fait. Petite demi-heure, 20 minutes. Je vais vous proposer de vous attarder quelques instants avec moi sur 3 sujets. D'abord, la monnaie unique, ensuite la crise ukrainienne, et ensuite le défi de ce qu'on peut appeler le terrorisme djihadiste, qui revêt des formes multiples, mais qui sont les défis auxquels nous allons devoir faire face dans les décennies qui viennent, en essayant de voir comment on peut affronter ces différents problèmes. Comme je vous l'ai dit, l'idée de la monnaie, d'une Europe monétaire était dans l'air depuis longtemps, dans les années 70. Il y a eu le SME, Système monétaire européen, Giscard-Schmitt, 1979, qui va entrer en crise en 1992, après le référendum sur le traité de Maastricht. Il va y avoir des dévaluations de tous les pays d'Europe du Sud, de la Grande-Bretagne, sauf de la France, parce que la France veut coller aux marques. Elle veut coller aux marques parce que pour elle, et pour le président de la République de l'époque, l'enjeu, c'est la monnaie unique. Il faut en quelque sorte chipper à l'Allemagne son marque, j'ai entendu cette expression, et avoir une monnaie qui soit une devise forte. Et quoi de mieux pour avoir une monnaie forte, qui était déjà le rêve de nos élites, évoqué notamment par Jacques Attali et Michel Rocard lors de la première campagne présidentielle, la deuxième campagne présidentielle de François Mitterrand en 1974. C'était une idée très répandue à l'époque, ailleurs qu'à gauche. Disons que ça correspondait à l'idée que si on voulait
mettre son argent en des placements sûrs, il valait mieux que ce soit dans une monnaie forte, une monnaie qui s'apprécie, plutôt que dans une monnaie dévaluée. Donc il y avait un peu ce mythe de la monnaie forte, et François Mitterrand il faut le dire, à la suite de Jacques Delors, car c'est Jacques Delors qui en avait introduit l'idée, en 1985, dans l'Acte unique, un groupe de travail se réunit qu'on appelle le groupe Delors. En 1988, le chancelier Kohl invite Jacques Delors à prendre un petit déjeuner avec lui, dans un copieux petit déjeuner, et lui dit: j'ai une idée, c'est que vous preniez la tête de ce groupe de réflexion monétaire. Et Jacques Delors lui dit, à condition qu'il regroupe tous les présidents des banques centrales concernées, d'accord, et François Mitterrand avalise ce projet, donc le groupe Delors se met au travail. Le président de la Bundesbank, qui s'appelle Karl Otto Pöhl, dira c'est Jacques Delors qui en récolte la gloire, mais c'est moi qui ai fait tout le travail, car j'ai tenu la plume. Et effectivement, quand on regarde ce que sera le traité de Maastricht, ce qu'est le texte de la réglementation de la monnaie unique, tel qu'il est approuvé par un Conseil européen à Madrid en juin 1989, c'est le système allemand. C'est la Bundesbank qui devient la Banque Centrale Européenne, avec un conseil où se trouvent les représentants des Länder. C'est une Bundesbank indépendante et une BCE indépendante. Et il faut qu'elle ne subisse aucune espèce d'influence politique. Ce serait infiniment toxique. Et naturellement, elle a un but. C'est de lutter contre l'inflation, comme la Bundesbank. A-t-elle un autre but ? Comme par exemple la Federal Reserve Board, qui doit également assurer la croissance et l'emploi ? Point du tout. Seul but assigné, c'est la lutte contre l'inflation. La seule chose qui manque, c'est le calendrier. Mais là, le destin fait bien les choses, si je puis dire. Enfin, les fait-il bien ? Le calendrier de cette monnaie unique n'est pas arrêté, mais le mur de Berlin s'écroule, pas tout à fait par hasard quand même. En novembre 1989, la voie est ouverte à la réunification allemande et, je dirais, à la réunification de l'Europe, à l'implosion de l'Union soviétique, fin 1991, suite à des conflits de pouvoir entre Yeltsin et Gorbatchev. C'est de cette crise que François Mitterrand va profiter, enfin, il va l'utiliser pour faire avancer le projet qui lui tient à cœur, qui est le projet de monnaie unique. Et il obtiendra de Kohl qu'une date limite soit fixée au plus tôt 1997, au plus tard 1999. Ainsi en sera-t-il fait, puisque la monnaie unique va entrer en vigueur le 1er janvier 1999 sous la forme scripturale. Et seulement en 2002 sous la forme fiduciaire. Billets et piécettes de monnaie. À partir de là, la monnaie unique est faite. C'est quand même une novation parce que au départ, il y a quand même une dizaine de pays. Le moment 1998-99 est particulier. Il correspond à la politique du dollar fort, mise en œuvre de l'autre côté de l'Atlantique par la Federal Reserve Board. Et qui dit dollar fort dit euro faible, enfin monnaie européenne faible, et par conséquent, par des effets qui sont faciles à expliquer, quand une monnaie est faible, elle est plus compétitive, ou plus exactement les pays qui bénéficient de cette monnaie faible doivent bien sûr payer plus cher leurs importations, mais leurs exportations sont facilitées. Donc, on voit la croissance s'envoler dans toute l'Europe. Et en France en particulier, c'est les années 1998-2001. Il y a 3 années fastes, à 3,5-4% de croissance par an. Mais c'est vrai aussi pour l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Donc tous ces pays vont rentrer dans la monnaie unique. Et puis, c'est ce que j'appelle dans mon livre l'embarquement pour Citer. Tout le monde se dit c'est formidable.
Nous avons une monnaie forte. Nous étions les pelés, les galeux, les miséreux, les traînes savates. Et voilà qu'on a des monnaies qui nous permettent d'obtenir des taux d'intérêt à 0, enfin des sommes ridicules. Hein, et tout le monde pense que ces pays vont converger. Patatras, c'est le contraire qui se passe. Car il y avait une erreur dans la monnaie unique. Il y avait un vice de construction, un vice originel, un vice congénital, je parlerais presque de péché originel. C'est qu'on a mis dans la monnaie unique des pays d'un niveau très différent. Et en l'absence d'un État régulateur qui pourrait opérer les transferts massifs qui seraient nécessaires, ou en l'absence d'une mobilité parfaite des facteurs de production, comme le dit un économiste qui est le théoricien éminent des zones monétaires optimales, qui s'appelle Robert Mundell, un économiste canadien, eh bien, en l'absence de cette mobilité, et les travailleurs européens, évidemment, vous pouvez difficilement demander à un travailleur de la TIC de se transférer dans la Ruhr. À supposer que la Ruhr offre encore des emplois, disons, dans la région de Munich. Pas plus que d'ailleurs les travailleurs d'Alstom à Belfort, même si les capitaux maintenant voyagent à la vitesse de la lumière, résultat d'ailleurs de l'acte unique, puisque l'acte unique, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, a quand même débouché le 1er janvier 1990 sur la libération complète des mouvements de capitaux à l'échelle européenne, et y compris vis-à-vis des pays tiers, c'est-à-dire non seulement en interne, mais aussi en provenance et à destination des pays tiers. Donc vous avez évidemment des capitaux qui peuvent circuler à la vitesse de la lumière, et vous avez des travailleurs qui sont assignés au local, ou qui en tout cas déménagent de très mauvais gré. Donc il y a une inégalité fondamentale. Et dans cette zone de l'euro, qu'on appelle quelquefois Euroland, qui maintenant compte 18 pays. Vous avez évidemment une hétérogénéité fondamentale. Et cette hétérogénéité ne peut pas être compensée par des transferts suffisants, parce que les niveaux de vie varient de 1 à 6 au moins à l'intérieur de la zone euro. Et que les systèmes sont très complexes. Systèmes non seulement productifs, mais les systèmes sociaux, le système régime de retraite spéciaux, etc. On n'arrive pas à harmoniser tout ça. Et si on pouvait, ce ne serait pas accepté. Parce que les Allemands qui jouent sur le marché mondial, qui exportent la moitié de leur production, ne sont pas prêts à accepter des transferts qui équivaudraient peut-être à 10% de leur production. Leur production, c'est 3 000 milliards d'euros, un peu plus même. 3 000 milliards à peu près. Donc il faudrait qu'ils acceptent des transferts annuels de 300 milliards, c'est pas possible. Ils considèrent déjà que les engagements qu'ils ont pris à travers les mécanismes mis sur pied pour maintenir l'euro à flot, le fonds de stabilité européen, FESF, Fonds européen de stabilité financière, et le MES, mécanisme européen de solidarité, et les prêts bilatéraux, tout ça, ça les engage déjà à hauteur de 300 ou 400 milliards d'euros. Donc ils considèrent que c'est déjà beaucoup et que leur compétitivité est tout à fait essentielle pour préparer leur avenir et celui de leur retraite. Donc ils ne peuvent pas accepter ces transferts. D'ailleurs, on le voit dans le cas grec. La Grèce a 327 milliards de dettes qui, pour l'essentiel, 80%, est une dette à l'égard des États européens de la zone euro, soit directement par le jeu des prêts qui ont été effectués, soit par le canal des fonds européens. Vous savez que chaque pays doit contribuer à ces fonds à hauteur de sa participation au capital de la BCE, c'est-à-dire une pondération entre son PNB et sa population. Donc, l'Allemagne, si je prends les 220 et quelques milliards qui incombent aux Européens dans la dette grecque, l'Allemagne devrait sortir à peu près 70 milliards, la France 50 milliards, l'Italie pas loin de 40 milliards, la Grèce 20 milliards. Enfin, vous voyez bien que c'est pas simple parce que c'est les contribuables là. Donc le système de la monnaie unique aboutit
à une forme de blocage. Et le pari qui avait été fait à l'origine sur une espèce de sceau fédéral, c'est-à-dire que les Européens allaient choisir de donner encore plus de pouvoir à des instances communautaires qui prélèveraient des impôts, des cotisations de sécurité sociale, qui égaliseraient tout ça. Ce pari, qui d'ailleurs n'avait pas été fait parce que personne n'avait imaginé que les États pourraient être menacés d'être mis un jour en faillite, ce pari se révèle évidemment un pari plus que risqué, un pari dont on ne voit pas comment on va sortir. Alors, il y a la crise grecque, j'espère qu'il y aura un petit étalement, parce que les Grecs ont surtout beaucoup d'échéances. Cette année, je crois qu'il faut qu'ils sortent à peu près 20 milliards, même peut-être un peu plus, 20 milliards, enfin entre 15 et 20 milliards, mettons, cette année. Et les années suivantes, c'est un petit peu moins. Donc, ils vont demander un arrangement, mais malgré tout, pour Syriza, le compte n'y est pas. Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer. La tentation est grande de donner une leçon à la Grèce. Pourquoi ? Parce qu'en donnant une leçon à la Grèce, en lui faisant boire le bouillon, on dissuade Podemos, ou plutôt on dissuade les électeurs espagnols de voter pour Podemos aux prochaines élections qui ont lieu en Espagne. Croit-on ? Enfin, c'est très compliqué, parce que, naturellement, il y a l'idée d'un Grexit, c'est-à-dire d'une sortie de la Grèce de l'euro, qui est défendue par M. Giscard d'Estaing, un Grexit amical, qui devrait se faire dans des conditions ordonnées. On peut y réfléchir, il faut en discuter, mais je ne veux pas m'attarder trop longtemps. Le système monétaire européen fait planer sur l'avenir de l'Europe telle qu'elle a été conçue une lourde menace. La seule manière d'en sortir serait d'aller vers une monnaie commune, c'est-à-dire une monnaie valable dans les transactions internationales, mais qui serait elle-même la pondération de différentes monnaies nationales, euro-drachme, euro-lire, euro-pesette, etc., qui seraient valables dans l'ordre interne. Alors c'est un peu compliqué, mais c'est praticable. Et au fond, ça ressemble à ce qui existait avant, sauf qu'il n'y a plus la finalité de la monnaie unique. Au lieu d'une monnaie unique, on a une monnaie commune qui continue à servir dans les émissions d'emprunt, dans les réserves des États, et qui affirme le maintien d'un cap européen. D'autres hypothèses peuvent être explorées. Moi, je ne suis pas l'ennemi de l'esprit de recherche. Par exemple, que la Banque centrale, au lieu de venir au secours des banques, comme elle l'a fait jusqu'à présent, car on est toujours venu au secours des banques, et encore aujourd'hui on ouvre aux banques des facilités exceptionnelles, quasiment à taux zéro, dont elles ne font rien, parce qu'elles ne veulent pas prendre de risques. C'est quand même incroyable. On pourrait imaginer que la Banque centrale donne de l'argent à des collectivités publiques pour qu'elles investissent dans les infrastructures, ou dans des domaines qui peuvent être les services publics, l'éducation, d'autres choses encore. Des projets de haute technologie. Mais cette idée n'est pas encore arrivée à son terme. Et même si M. Draghi, toujours salué par des cris d'enthousiasme, annonce qu'il fera tout, qu'il ouvrira des crédits illimités, mais dans des conditions ensuite qu'il précise, qui fait qu'en réalité il ne dit rien. Il a surtout une très belle politique de communication, M. Draghi. Mais j'attends de voir les résultats du quantitative easing européen, puisqu'il va acheter des titres publics, ce qui va faire baisser encore les taux d'intérêt, mais qui sont très bas, qui sont maintenant tombés très bas. Et puis il va acheter, paraît-il, des actions. Mais le problème des marchés d'actions, le problème des bourses, c'est qu'elles sont déjà très élevées. Donc ça ne fait pas marcher la machine économique. Ça n'a pas d'effet sur l'investissement. Donc il y a sur le plan économique un problème très, très grave, parce que face à la crise de la monnaie unique, on a imposé des disciplines inspirées de l'ordolibéralisme allemand. La règle d'or, suppression du déficit, dans des conditions aberrantes, puisqu'il est question de faire revenir le taux d'endettement de chaque pays à 60% du PIB, alors que la Grèce est à 177%, la France à 100%. Alors ça veut dire l'austérité à perpétuité. C'est la politique de Pierre Laval
En 1935, vous savez, quand ils coupaient les traitements des fonctionnaires, mais la politique de Laval à l'échelle européenne. Rien d'étonnant à ce que ça se traduise par une stagnation complète, hein, et une récession. En Grèce, le quart du PIB a disparu. En Espagne, 9% de moins. Et en France, notre production industrielle est à 16% en dessous de ce qu'elle était en 2007. Mais bien entendu, 16%. La richesse par tête est moins élevée qu'en 2007, en France. Il n'y a qu'en Allemagne qu'elle soit légèrement plus élevée. Mais il y a moins d'Allemands aussi. Alors, ça explique peut-être cela. Donc, il y a un vrai problème au niveau de la conception, non seulement de la politique économique, mais de nos institutions, parce qu'il ne vous échappe pas que cette Europe est une Europe qui fonctionne en pilotage automatique, comme je l'ai expliqué dans mon livre. Ce sont des responsables non élus qui décident, Commission européenne, les juges de la Cour de justice européenne, le président de la Banque centrale et les présidents de Banque centrale, ces gens-là ne sont pas élus. Le Parlement européen n'est pas un Parlement, c'est le tribunal constitutionnel de Karlsruhe qui l'a dit, c'est la juxtaposition de la représentation de 27 ou 28 peuples, mais il n'y a pas de peuple européen. Donc je ne fais que répéter ce qui a été dit par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Et évidemment, ce Parlement européen a des pouvoirs extrêmement limités. Vous savez qu'il n'y a même pas de droit d'amendement. Enfin, c'est un Parlement, il n'y a pas de droit d'initiative. Il peut voter des résolutions. Et en plus, ce n'est pas un Parlement, parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Il n'y a donc pas de volonté générale européenne. Il ne peut pas y avoir un débat démocratique qui fonde une légitimité. Donc c'est une construction extrêmement bancale, avec d'énormes erreurs qui ont été commises, sur lesquelles il n'est pas question que les dirigeants européens aient l'intention de revenir. Ils sont solidaires de ces choix. Donc on peut s'attendre à de grosses secousses, et je pense qu'il faudra aller, peut-être à travers ces secousses, vers ces solutions amicales dont parle M. Giscard d'Estaing, hein, qui permettraient d'aller, s'il y a une certaine intelligence européenne, s'il y a une raison européenne, ce qui reste encore mystérieux, hein, d'aller vers quelque chose qui ressemblerait à la monnaie commune. L'Europe, je vous l'expliquais tout à l'heure, n'est pas un sujet dans les relations internationales, c'est un objet, géopolitiquement parlant, et on ne peut pas comprendre autrement la crise ukrainienne, qui est à mon avis une crise tout à fait évitable. Évidemment, la crise ukrainienne procède directement de l'implosion de l'Union soviétique. Les frontières intérieures de l'Union soviétique ont été dessinées par Staline, hein, un petit peu par Khrouchtchev, avec une bonne dose d'arbitraire. Et disons qu'il y a plusieurs peuples, et même rien qu'en Russie, on considère qu'il y a 83 ou 84 sujets, c'est-à-dire entités. Et il y a quelque chose comme 26 républiques en Russie. Et puis, il y avait autrefois dans l'URSS 15 républiques. Les 3 baltes, puis les autres qui sont restés plus ou moins dans la CEI, sauf, je crois, l'Azerbaïdjan. Mais les frontières qui ont résulté de l'implosion de l'Union soviétique, qui est arrivée dans des conditions imprévues, c'est à la suite du putsch dirigé contre Gorbatchev par un certain nombre de ministres irresponsables, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense de l'époque, hein, appuyés sur le KGB, même pas sur l'armée, même si le ministre de la Défense avait donné son accord, Yazov, je le connaissais, j'ai demandé à l'attaché militaire à Paris qu'est-ce qu'il lui avait pris. Et la réponse a été oh, grand-père est comme les crocodiles, une fois qu'il a dit oui, eh bien il ne s'est pas reculé, parce que les crocodiles, ça avance, mais ça ne recule pas. Hein, ça ne peut pas. Ah, voilà. Alors il a été condamné à 3 ans de tôle, et à la suite de ça, Yeltsin a été le grand triomphateur, et Yeltsin, qui était le président de la Russie, a voulu être le patron. Il a licencié Gorbatchev, et s'est entendu avec le président de l'Ukraine et celui de la Biélorussie, et quelque part du côté de Minsk, justement, ils ont décidé de mettre un terme à l'Union soviétique. Ça s'est passé le 25 décembre 1991. Alors la crise ukrainienne, évidemment,
l'Ukraine est russe depuis 1654. Un grand géopoliticien américain qui a été secrétaire d'État ou conseiller spécial pour les affaires étrangères, qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, a écrit: pour empêcher la Russie, en 1998, pour empêcher la Russie de devenir une grande puissance, il faut soustraire l'Ukraine à son influence. C'est vrai que les liens entre l'Ukraine et la Russie sont très étroits. Il y a 6 ou 8 millions de Russes. Alors l'Ukraine est un objet très particulier. C'est un pays qui n'est indépendant que depuis 22 ans, qui, à l'ouest, est composé de gens qui étaient austro-hongrois avant 1914. Lviv s'appelait Lemberg, polonais avant 1939. Et puis l'est est composé de régions qui sont peuplées de russophones, qui sont soit russes, soit ukrainiens, qui se rattachent au patriarcat de Kiev ou de Moscou. Enfin, c'est vraiment 2 parties très différentes. On pourrait même dire qu'au milieu, c'est encore assez différent, et que sur les côtes, Odessa, Mariupol, tout ça, c'est encore des populations assez différentes. Donc, l'Ukraine n'a pas réussi à se stabiliser, alors que la Russie, finalement, qui avait une tradition d'État depuis 1000 ans, s'est plus ou moins stabilisée avec Vladimir Poutine à partir de 1999 et 2000. Enfin, il était élu en 2000 président de la Fédération de Russie. L'Ukraine, elle, a été ballottée entre factions et oligarques et finalement n'a jamais trouvé son équilibre jusqu'à l'affaire de Maïdan, qui est vue comme une révolution à l'ouest, vue comme un coup d'État à l'est. C'est les deux, c'est la même chose d'ailleurs. Je dirais que le problème est de savoir si on va éviter une nouvelle Yougoslavie. Alors, il y a un accord fragile, mais qui a le mérite d'exister, et je dirais que c'est le mérite de François Hollande d'avoir convaincu Angela Merkel de prendre cette initiative. C'est ce qu'on a appelé le format de Normandie. Je me suis moi-même rendu à Sochi un mois auparavant pour rencontrer Vladimir Poutine et donc essayer de mettre sur pied ce fragile instrument qui a permis d'aboutir à ces accords. Donc je pense qu'il y a 2 hypothèses. Ou bien la Rada de Kiev, qui est l'Assemblée élue à Kiev, votera la loi de décentralisation et la réforme constitutionnelle, et on trouvera peut-être un équilibre bancal. Il faut savoir que l'Ukraine est un pays très fragile, qui a beaucoup de dettes, et dont l'économie est en très mauvais état. Et il faudrait qu'à ce moment-là, tout le monde se mette au travail pour réhabiliter l'Ukraine, pour la relever, et pour faire de l'Ukraine un pont entre l'Europe et la Russie. L'erreur ayant été de mettre les Ukrainiens devant un choix impossible et absurde. Soit vous êtes pro-russe, soit vous êtes pro-européen. Alors il y a eu cette politique du partenariat oriental, avec un accord d'association qui a été négocié par un commissaire européen, M. Füle, que personne ne surveillait vraiment, et qui a conclu cet accord alors que l'Ukraine et la Russie sont déjà, ce qu'on ignore généralement chez nous, en état de libre-échange. Il y a un libre-échange entre l'Ukraine et la Russie. Les 2 économies sont étroitement intriquées. Énergie, industrie, transport, etc., population. Donc, ou bien on arrive à retrouver un équilibre, ce qui serait infiniment souhaitable. Car je pense que si on voulait rester dans l'idée du général de Gaulle, d'une grande Europe, d'une Europe européenne, il faudrait naturellement que l'Europe ne se construise pas contre la Russie. Ou bien on ne va pas y arriver, à ce moment-là on aura un conflit gelé, mais une atmosphère de nouvelle guerre froide, et naturellement cela ne sera pas propice aux échanges entre l'Europe et la Russie, ni à la prospérité, au développement de l'une comme de l'autre. Donc voilà, est-ce que l'esprit de responsabilité l'emportera, ou bien est-ce que ceux qui attisent le feu, et qui à mon sens ne sont pas des Européens, vont continuer à le faire pour créer entre l'Europe occidentale, enfin centrale et occidentale, et la Russie un brandon de discorde. Le seul moyen d'empêcher ça, c'est de faire en sorte que la politique reprenne ses droits, et elle reprend ses droits à travers les nations, la France et l'Allemagne en l'occurrence, qui ont présenté au sommet européen un projet d'accord que les Européens ont accepté. Donc ça veut dire que l'Europe devient un acteur géopolitique et que nous refusons le retour à la guerre froide et le clash des civilisations qu'avait fantasmé
Monsieur Huntington, où il définissait en Europe une ère de civilisation chrétienne occidentale et une autre qui était considérée comme orthodoxe, byzantine, remontant au grand schisme de 1054, vous savez, où la chrétienté d'Orient s'est séparée de la chrétienté romaine, suite à la querelle, évidemment, très importante de savoir si le Saint-Esprit procède du Père seulement, comme le croient les Byzantins et les Moscovites, ou bien si le Saint-Esprit procède à la fois du Père et du Fils, comme le croit l'Église catholique. Donc voilà. Est-ce que cette querelle mérite d'être entretenue? Pour ma part, je ne le crois pas. Dernier point, je sais que je dois conclure. Oui, est-ce qu'on pourrait Dernier point. sauter peut-être la partie sur le djihadisme? Alors sur le djihadisme, c'est évidemment un défi important. Je dirais que celui-ci veut nous entraîner dans un piège qui est celui de la confrontation dans le monde arabo-musulman comme dans la société française, et que nous devons réussir l'intégration des jeunes issus de l'immigration, ce qui n'est pas simple, et nous devons aussi entraîner les peuples du monde arabo-musulman dans la voie du progrès, ce qui est le contraire de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Alors voilà, je vous ai dit à peu près l'essentiel, les chemins de la réorientation, ils s'imposent d'eux-mêmes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vous propose de passer maintenant à l'échange avec la salle. Alors, nous avons opté pour un format censé concilier imparfaitement, hélas, la spontanéité d'un débat naturel et le nombre de questions que nous pensons considérables. Donc, pour le confort du débat, nous vous demandons de garder vos questions brèves afin de permettre une réponse précise de Monsieur Chevènement. Je passe la parole à... Oui, bonsoir Monsieur le Ministre, merci beaucoup pour votre conférence, c'était très intéressant. Donc après la montée des périls et cette exposition assez claire, vient le temps de l'action. Et je voulais vous demander, dans le contexte politique actuel, où on voit que les clivages sont totalement incohérents, là on a en même temps la motion de censure à l'Assemblée, c'est assez amusant de voir Monsieur Guénaud contre Macron, tandis qu'une gauche du PS qui prend pas ses responsabilités. Et je voulais savoir, à votre avis, quelle est la base qui peut nous permettre de créer un mouvement d'envergure pour réussir à mener les réformes que vous appelez de vos voeux? On va en prendre deux. On va prendre plusieurs questions là, si on a plusieurs questions. Bonsoir Monsieur le Ministre. Juste une question très brève. Croyez-vous à une politique de la défense européenne, sincèrement? Et est-ce que vous pensez qu'un jour, des gens pourront se battre sous l'uniforme européen? Et quelle forme pourra prendre l'armée européenne? Voilà. Ah oui, donc oui, j'avais une question aussi. Alors on a abordé la montée des périls aujourd'hui, en parlant du djihadisme, de la crise de la monnaie unique et de la crise ukrainienne. Mais peut-être que c'est mon côté optimiste qui me donne envie d'aborder la montée des espoirs aussi. Puisque lorsqu'on voit la croissance de partis politiques ouvertement eurocritiques, comme Podemos, comme Syriza, quand on voit aussi que de plus en plus d'économistes sérieux voient la sortie de l'euro comme une alternative possible, ou même quand on voit qu'on peut organiser un événement comme celui-ci à Sciences Po et que la salle est pleine, j'ai envie de vous demander si vous ne pensez pas qu'il y a une véritable prise de conscience depuis votre candidature en 2002. Si vous ne pensez pas que les esprits ont changé. Très bonne question. Est-ce que... On répond d'abord à ces trois questions. Bon, le 49.3, c'est une péripétie. Le gouvernement s'est engagé sur la loi Macron, qui est une loi un peu fourre-tout, il faut bien le dire, où il y a des dispositions qui intéressent
un certain nombre de choses dont l'inspiration est à la fois libérale et pratique. Il y a à boire et à manger. Ça enfin, à mon avis, la loi Macron ne méritait ni cet excès de l'air, ni cette indignité qui se sont cristallisés dans les derniers jours. J'étais un petit peu surpris de la manière dont ça s'est passé. Bon, le gouvernement ne prend pas de risque, il a à mon avis raison. Il a à mon avis raison de ne pas prendre de risque. Il faut bien voir aussi que tout ça s'inscrit dans un jeu pas très clair, assez opaque même, entre Bruxelles et Paris. C'est-à-dire que Bruxelles demande des signes à Paris et Paris demande du temps à Bruxelles. Et on est dans les symboles. Les symboles. Est-ce que tout ça résulte d'une incompréhension? Je sais bien que M. Moscovici écrit en anglais à son collègue Sapin, mais j'espère que M. Sapin lit bien l'anglais. Bon, ça me paraît franchement pas un grave problème. Alors, la question que vous avez posée ensuite est beaucoup plus grave. Quelle perspective vous nous proposez? Honnêtement, je ne vais pas vous proposer une perspective dans un parti, parce que je pense qu'il vaut mieux développer des courants intellectuels. Il vaut mieux faire monter la conscience. Et là, je réponds par avance à la troisième question. Je pense que il n'y a rien à regretter à ce que j'ai dit en 2002. J'ai relu par curiosité Le courage de décider, qui est un petit livre que j'avais écrit vraiment en 15 jours, même pas, hein, à l'époque. Et je crois qu'il tient très bien la route, hein, sur l'essentiel. Je pense que les idées républicaines sont celles à partir desquelles nous pouvons affronter les grands défis de l'avenir. Nous avons besoin de revoir tous les dispositifs, tous les choix politiques qui ont été faits sur la base de concepts clairs, de concepts rigoureux, solides. La nation, la démocratie, la responsabilité, la loi, le respect de la loi, le civisme et, bien entendu, l'esprit d'ouverture et de coopération à l'international. Et même, je dirais, la volonté de créer une Europe raisonnable, une Europe confédérale, une Europe qui touche non seulement aux questions économiques, mais aussi aux questions politiques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes avant toute une série de secousses qui vont en surprendre plus d'un. Donc, je pense qu'il faut essayer d'exercer son influence du mieux qu'on le peut. Je m'y essaye. Si je participe encore au débat public, non plus au Parlement, puisque j'ai été parlementaire pendant plus de 40 ans, considérais qu'à un moment, il fallait savoir laisser la place aux jeunes. Hein. Mais on a mille manières de mener un combat qui est un combat culturel autant que politique. Car le combat que je mène est un combat culturel, je dirais, depuis au moins 1982-83, depuis l'époque où j'ai créé le Club République Moderne et où j'étais ministre de l'Éducation nationale. Même quand j'étais ministre de la Recherche, je dirais que la relance que j'ai faite de la recherche dans les années 81-82 répondait à l'intérêt national. D'ailleurs, je n'ai pas rencontré beaucoup d'opposition à l'époque pour augmenter très substantiellement l'effort de recherche. Mais ensuite, mon action au ministère de l'Éducation nationale, c'est très important pour la suite. Hein. Ministère de la Défense, là, j'ai quand même pris une orientation originale. Je dirais que c'est quand même assez rare qu'un ministre de la Défense démissionne. Il n'y a que Lyoté et Rossel, qui était le ministre de la Défense, le ministre de la Guerre de la Commune, qui l'avait fait avant moi. Mais c'était une leçon de choses aussi, parce que les Français se souviennent que je n'ai pas du tout approuvé la première guerre d'Irak. On voit aujourd'hui les résultats, puisque c'est sur la base de cet Irak décomposé que se développe Daesh. Hein, c'est la destruction de l'Irak qui a jeté finalement les sunnites dans les bras de Daesh à la suite d'erreurs nombreuses et colossales. Donc je n'ai pas fait que ça au ministère de la Défense, naturellement. J'ai rationalisé nos structures, j'ai développé un certain nombre d'armements sophistiqués, j'ai parfait mes connaissances et ma théorie sur beaucoup de points, et j'ai appris à connaître nos armées.
Je ne vais pas développer plus longuement parce qu'au ministère de l'Intérieur, j'ai eu affaire à des problèmes déjà très difficiles, problèmes de sécurité, problèmes des collectivités locales, problèmes de l'organisation de l'État. Je pense que ce que j'ai pu dire et faire sur un certain nombre de sujets, les rapports avec le monde arabo-musulman, les rapports avec les autres pays européens, la manière de concevoir l'Europe, l'idée des relations internationales, tout cela a quand même fait son chemin sur beaucoup de sujets, y compris sur des sujets qui peuvent paraître, qui à l'époque paraissaient vraiment de détail, l'organisation du culte musulman. Hein, quand j'ai lancé la consultation en 1999, on se demandait quelle mouche m'avait piqué. Hein, mais je pense que c'était assez opportun à la lumière des événements que nous voyons aujourd'hui. Donc je pense que dans beaucoup de domaines, il y a un vrai combat à mener, qui est un combat culturel, et qu'on peut agir sur la base d'idées robustes, d'idées simples, hein, d'idées claires, ce qui manque beaucoup aujourd'hui dans le débat politique. Vous avez rarement la distance, la vision, la conception du long terme. La plupart des hommes politiques sont dans la communication, dans la com', hein, ils sont dans le court terme. Donc, comme on disait au temps de Nicolas Sarkozy, un attentat, une loi, ou bien un crime, une loi. Hein. C'est pas comme ça qu'on gouverne. Hein. Je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul et situer convenablement les repères et les concepts à partir desquels nous voulons travailler. Vous voyez par exemple défense européenne. Qu'est-ce que c'est que cette Europe qui voudrait se défendre? Où s'arrête-t-elle? Hein? Il y a des pays neutres d'abord. Et puis la plupart des pays concernés font un effort de défense qui va sans cesse en se réduisant. D'ailleurs tous même ceux qui font un effort de défense un petit peu substantiel, mais qui est déjà très faible par rapport à ce qui était considéré comme la norme, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, à peu près 1,5% du PIB, mais c'est très peu. Hein. Même ces pays-là voient leur budget de défense se réduire. Donc, de quelle défense parle-t-on? Et si vous lisez le traité de Lisbonne, qui nous a été imposé après le rejet de la Constitution européenne, un beau déni de démocratie, eh bien, la défense de l'Europe, pour ce qui est des pays appartenant à l'OTAN, et ils sont 23, eh bien, se conçoit, s'élabore, se met en œuvre dans le cadre de l'OTAN. Voilà, c'est le texte. Je vous le récite de mémoire. Alors, qu'est-ce que la défense européenne? Si la défense de ces pays s'élabore dans le cadre de l'OTAN, qu'est-ce que c'est que l'OTAN? C'est une alliance autour des États-Unis. Hein. Le général en chef, c'est un Américain. Ça a toujours été comme ça. Hein. Et les armes nucléaires et, je dirais, tout le dispositif très sophistiqué d'armes conventionnelles, d'ailleurs, parce que les Américains s'orientent de plus en plus vers des guerres conventionnelles. Tout le système de missiles, de radars, de satellites qui se baladent, d'observation, de drones, avec des forces spéciales, avec quand même une flotte respectable, et des moyens qui sont, je dirais, considérables. À eux seuls, les États-Unis ont un budget de la défense qui représente l'équivalent de tous les autres budgets de la défense dans le monde. 700 milliards de dollars. Pour la France, c'est 31,7 milliards d'euros, c'est-à-dire 10% du budget américain. Hein. La Russie, c'est 80 milliards, hein, à tout casser. Hein. La Chine, c'est 110 milliards. C'est déjà pas mal, vous me direz. Hein. Mais défense européenne, combien de soldats sont morts pour l'Europe? Combien de soldats sont morts pour la France? Vous faites un calcul, hein, et sur les deux plateaux de la balance. Hein. C'est-à-dire que les gens, ils sont attachés à leur patrie, ils veulent bien défendre l'Europe, dans la mesure où ils comprennent que l'Europe, c'est aussi leur patrie, dans le prolongement du pays auquel ils appartiennent. Mais il y a des gens qui sont morts pour la Grande-Bretagne, d'autres qui sont morts pour l'Allemagne, hein, à tort ou à raison, hein, d'autres qui sont morts pour l'Italie, pour etc. Hein, mais pour l'Europe, si
Si on leur avait dit, par exemple, aux malheureux casques bleus, enfin c'était des casques bleus, c'était même pas l'Europe, hein. Enfin, il y a eu un moment peut-être des troupes de l'Europe au Kosovo, là. Si on leur avait dit qu'ils étaient morts pour l'Europe quand ils ont pris une balle perdue, ils auraient été très déçus. Hein. Et je pense qu'ils préfèrent être morts pour leur pays. Hein. Enfin, à supposer que leur pays les a engagés à bon escient. Ce dont, vous le savez peut-être, je doute fortement. Mais l'Europe, encore une fois, il faut la concevoir comme une confédération. L'Europe, c'est les pays qui voudront aller ensemble dans la direction d'une affirmation géopolitique propre, dans le sens d'une Europe européenne, d'une Europe qui se défende par elle-même, mais aussi pour elle-même, pour des finalités qui sont les siennes. Je ne vous ai pas parlé du Proche et du Moyen-Orient, mais avons-nous une politique dans cette région du monde? Nous sommes complètement à la remorque des États-Unis, depuis la guerre du Golfe. Nous sommes complètement à la remorque des États-Unis et des alliances qu'ils ont passées localement. Mais nous n'avons pas de politique propre. Moi, s'il y en a une, j'aimerais qu'on me l'explique. D'ailleurs, elle est inexplicable. Hein, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour que, effectivement, l'Europe qui avait affirmé quand même une certaine orientation par rapport au conflit israélo-palestinien à Venise en 1979, mais c'était une orientation politique. Sur le terrain, bon, peut-être qu'on pourrait garantir une paix israélo-palestinienne si on arrivait à créer 2 États vivant côte à côte dans la sécurité. À ce moment-là, oui, on pourrait faire quelque chose. De même qu'il y a un certain nombre de casques bleus français et italiens au Liban qui préservent un équilibre miraculeux. Enfin, qui s'explique quand même par le fait que le Hezbollah ne peut pas être sur tous les fronts à la fois. Hein. Donc, mais est-ce l'Europe? Non, c'est Jacques Chirac qui a décidé ça à un moment. Parce qu'il était très impliqué à tous égards dans ces domaines. Hein. Autre question? Bonjour Monsieur le Ministre. Est-ce que vous estimez que le vote Front National en France exprime le même euroscepticisme que Syriza en Grèce? Et plus généralement, quel regard vous portez sur la montée du Front National en France? Oui, merci. Bonsoir Monsieur le Gouvernement. Je me demandais, vous dites que vous êtes contre les mesures qui visent à réduire le pourcentage de la dette par rapport au PIB car ça va être plus d'austérité. Également, l'alternative, du coup, c'est plus d'endettement, donc une soumission du budget au marché financier, donc plus de politique néolibérale, ce que vous déplorez aussi. Donc ma question, c'est quel est l'équilibre selon vous ou quelle est l'alternative? Quel est l'équilibre de entre soit plus d'austérité, soit plus d'endettement. Oui. J'aurais une question pour vous, monsieur le ministre. Peut-être un péril que vous n'avez pas eu le temps d'évoquer. L'Union européenne, par divers moyens, depuis un certain nombre d'années, encourage une réorganisation territoriale de tout le continent dans le sens d'une revalorisation de l'échelon régional. Alors ma question est simple. Existe-t-il, là c'est le jacobin en moi qui parle, existe-t-il un péril euro-régionaliste pour la démocratie au sens que le fédéralisme, n'osant pas s'imposer par le haut, risquerait de s'installer par le bas? Merci. Merci. Je vais répondre à ces 3 questions, puis on en prendra 3 autres après. Donc, sur l'EFN et Syriza, je pense que c'est quand même pas du tout le même terreau intellectuel, moral, culturel. Hein. On ne peut pas assimiler un parti qui vient quand même de l'extrême droite et qui a sédimenté toutes les couches de l'extrême droite depuis l'époque de Vichy, hein, en passant par l'OAS et en recyclant les débris du traditionnalisme catholique, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Alors vous me dites, oui, il y a Philippot, etc., qui joue les Gregor Strasser du Front National. Hein, je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous connaissent Gregor Strasser. C'était
quelqu'un qui essayait de jouer un certain jeu dans le parti nazi, qui d'ailleurs s'en était écarté peu de temps avant la prise du pouvoir par Hitler, et que le chancelier Schleicher pensait utiliser contre Hitler. Donc c'est un épisode de l'histoire intérieure allemande. Donc je pense quand même, vous ne pouvez pas confondre Syriza, qui est un rassemblement de gens assez divers, mais qui sont quand même plutôt de gauche, quelques-uns d'extrême gauche, mais plutôt de gauche, et qui sont des universitaires en fait. C'est des universitaires qui sont abonnés au Monde Diplo. Hein. Ce sont des gens que vous qualifiez d'eurosceptiques, mais je pense que on ne peut pas définir une approche politique uniquement par rapport à la critique de la raison européenne. Hein. Je pense que si tant est que celle-ci existe. Hein. Je pense qu'on peut être naturellement assez critique à l'égard de la manière dont l'Europe a été construite, mais ça n'empêche pas, je dirais, qu'il y a des repères plus décisifs et plus fondamentaux. Donc je pense que c'est pas la même chose. Hein. Même s'il y a aujourd'hui une colère qui existe dans plusieurs pays européens, et on le comprend, quand un pays a perdu le quart de son PIB en 5 ans, que 27% des gens sont au chômage, dont plus de la moitié des jeunes sont également au chômage, on peut comprendre qu'il y a une colère. C'est vrai de la Grèce, c'est vrai de l'Espagne, et ça va s'exprimer en Espagne à travers Podemos. Mais Podemos ressemble plus à Syriza qu'au Front National. Alors, en France, le Front National a capitalisé sur le fait que, naturellement, le PS et l'UMP, depuis l'acte unique, en fait, hein, c'est-à-dire depuis 1987, portent la même politique, ont soutenu ensemble, à part Philippe Séguin et le communiste et moi-même, quoi. Hein. Enfin, le PS et l'UMP ont soutenu le traité de Maastricht. Le TSCG, c'est le dernier né, le traité de Lisbonne, il est passé au Congrès, mais avec qui, à quelle voix? Donc oui, il y a une colère alors qui a été captée par le Front National, mais moi je pense que c'est une grave erreur d'avoir laissé la France, la République, le drapeau tricolore, la Marseillaise au Front National, et de lui avoir laissé surtout l'exercice du sens critique par rapport à une manière de construire l'Europe qui est hautement critiquable. Je pense qu'il faut pouvoir critiquer l'Europe et influencer, mais on va le faire avec l'appui des événements. On va se servir des secousses que nous allons recevoir pour faire avancer des idées de bon sens. On y arrive même en Ukraine. On y arrivera peut-être en Europe. Hein. Donc je pense que sur le Front National, très franchement, je pense qu'ils ne sont pas du tout crédibles. Hein. Il faut espérer pour la France. Ce serait une chose très néfaste du point de vue des intérêts du pays. Que le Front National, je ne vois d'ailleurs pas qu'il arrive au pouvoir, qu'il puisse arriver au pouvoir. Parce que je pense quand même que, même si Marine Le Pen fait un score au premier tour et au deuxième tour aussi, elle n'aura pas la majorité. Enfin, j'ose espérer qu'il y aura encore un peu de bon sens, que l'intérêt du pays sera plus fort que la colère. Hein. L'intérêt du pays, à condition naturellement qu'un travail ait été fait pour changer ce qu'il y a dans les têtes. Mais ça, c'est un travail culturel. Alors, on me dirait, si on pouvait politiquement le mettre en œuvre, mais ça supposerait qu'il y ait une modification de la géographie politique du pays, qu'il y ait un parti qui représente, je dirais non pas ce que Syriza ou Podemos représentent, mais qui représente vraiment une alternative républicaine. C'est ce que je m'essaye de favoriser. La deuxième question concerne la politique économique. Faut-il réduire la dette? Je dirais les politiques qui visent à réduire la dette jusqu'à plus soif, parce que 60% on est tellement loin que ça veut dire une politique d'austérité prolongée pendant 20 ou 30 ans. C'est inconcevable. Ce qu'il faut susciter, c'est la croissance. La croissance, elle existe. Elle existe en Chine, elle existe aux États-Unis, elle existe même en Grande-Bretagne, qui a une politique monétaire évidemment très différente de la nôtre, hein, qui a gardé sa monnaie.
Elle existe dans un certain nombre de pays et il y a des besoins à satisfaire. Et on peut imaginer des formes de croissance intelligente. Croissance, c'est pas le consumérisme aveugle. Donc, je pense que le choix ne doit pas être d'un côté la soumission au marché financier, la réduction de la dette, etc., et de l'autre la planche à billets, l'endettement, etc. Je pense que il faut relativiser tout cela à la lumière de l'histoire économique. Nous sommes loin de connaître une situation aussi grave du point de vue de l'endettement que celle que connaissait la Grande-Bretagne après les guerres napoléoniennes, la Grande-Bretagne et la France après la Première Guerre mondiale, les États-Unis après la Seconde. Les États-Unis ont eu une dette qui à un moment représentait en 1950 300% de leur PIB. Comment l'ont-ils réduite ? Ils l'ont réduite avec la croissance. Mais il faut penser le système monétaire international, qui de toute évidence est complètement faussé. C'est un système asymétrique. Il y a une monnaie mondiale, c'est la monnaie des Américains. Et où nous avons une monnaie qui a durablement compromis notre compétitivité. Vous me direz maintenant, on dit, voilà, l'euro tombe. Mais c'est très récent. Et puis nous avons connu déjà ça une fois, de 1998 à 2001. En réalité, qu'est-ce qui tient les manettes ? C'est toujours la Fed. C'est elle qui fait la politique monétaire mondiale. Mais ça ne durera pas toujours. Ne serait-ce que parce que les Chinois ont quelque chose comme 4 000 milliards de réserves et qui voudront en faire quelque chose et que le yuan sera convertible certainement dans des délais pas très longs. Donc on aura un système monétaire mondial plus équilibré. Il faudra bien trouver de nouveaux accords du Louvre, aboutir à une certaine, je ne dis pas totale fixité, mais d'échanges fixes et ajustables, comme on disait autrefois. On pourrait aller dans cette direction. Donc, je crois que nous devons retrouver les voies de la croissance, que c'est le moyen que nous avons de réduire la dette. Et Syriza a tout à fait raison de dire que la politique imposée par l'Europe ne permet pas à la Grèce de réduire sa dette, parce que plus tombe la croissance, enfin le produit qui est au dénominateur, plus évidemment le taux d'endettement augmente. Dernière question, c'est la réorganisation territoriale. Ben oui, moi je suis inquiet quand je vois ce qui se passe en Catalogne. Je ne souhaite pas que l'Espagne éclate. Je pense que ce n'est pas un progrès. Quand je vois ce qui se passe en Belgique, ce qui s'est passé en Yougoslavie, et même en Tchécoslovaquie, je ne souhaite pas que ça se passe en France. La réforme régionale, je n'en pense rien. On n'a encore pas dit pourquoi c'était faire, ni quelles étaient les compétences qu'on allait donner aux régions. Tout ça est un chantier assez anarchique. Je ne me prononce pas. Enfin, je reste partisan de l'État rationnel. Vous pouvez appeler ça jacobin, encore que ce soit très mal vu à notre époque. D'autres questions ? Je vais, si vous le voulez bien, commencer par une question également. Vous avez largement évoqué la construction européenne comme une réaction au dévoiement progressif des nations par les pères fondateurs. Est-ce que ce n'est pas aussi une réaction à la démocratie telle qu'elle s'est construite durant la période moderne, c'est-à-dire sa forme de masse qui a été très largement condamnée également après la Seconde Guerre mondiale ? Qu'est-ce que vous appelez démocratie de masse ? C'est-à-dire démocratie des opinions de masse, c'est-à-dire populisme, si vous voulez, plus simplement. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Un petit peu une question dans la même veine. Sauf erreur de ma part, vous avez toujours récusé l'étiquette à votre sujet de souverainiste. Comment définissez-vous le souverainisme et en quoi vous en distinguez-vous ? Merci. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Vous avez, pour des raisons essentiellement temporelles, pas réussi à développer vraiment le péril djihadiste. J'aimerais vous demander si vous pensez, comme beaucoup d'Occidentaux, qu'il y a réellement la place pour une alternative forte en Irak et en Syrie entre l'autoritarisme laïque qui est incarné dans ces deux pays par le parti Baas et le fondamentalisme sunnite. Je n'ai pas bien compris votre question parce que
Vous tenez votre micro peut-être. D'accord, ouais, ouais. je suis pas habitué. Oui. Est-ce qu'il y a réellement la place en Irak et en Syrie entre une place pour un parti fort, enfin pour une entité politique forte entre l'autoritarisme laïque qui est incarné par le parti Baas dans ces deux pays et le fondamentalisme sunnite et salafiste? Je vous remercie. C'est à vous, monsieur le Je ministre. vais répondre. Oui, alors il y a une quatrième question? Non, c'était les dernières. Non. Alors je vais répondre. Je vais essayer, du moins. D'abord, votre question, l'Europe serait-elle une réaction aux excès de la démocratie de masse? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous parlez du national-socialisme? Notamment. Mais vous savez bien que le national-socialisme n'est pas venu au pouvoir parce qu'il était porté par l'électorat. Même, il avait vu son score diminuer, ses voix refluer. Il est venu au pouvoir parce qu'il était appelé par la droite allemande, par les élites conservatrices. Le chancelier von Papen, qui a conseillé à Hindenburg de faire appel à Hitler. On peut dire que les élites allemandes dans le Second Reich se sont perpétuées jusqu'à Hitler, et même sous Hitler. C'était l'alliance des Junkers de l'Est, de l'aristocratie foncière et militaire, et des industriels de l'Ouest, notamment de la Ruhr. C'était ça, et c'est ces gens-là qui animaient les organisations comme le Stahlhelm et les partis nationaux conservateurs, et qui ont fait appel à Hitler en pensant pouvoir se jouer de lui. Donc je pense qu'au contraire, 1944-45, c'était la victoire des forces progressistes. En France, c'était plutôt la victoire des socialistes, des communistes qui étaient majoritaires à eux seuls. Et les autres faisaient ce qu'ils appelaient le MRP, Parti Mouvement Républicain Populaire, qui était un parti démocrate chrétien, mais enfin, en France, ça n'avait pas beaucoup de signification. Hein. Et par conséquent, non, c'était un coup de barre à gauche. Et l'Europe, à ce moment-là, ne s'est pas faite pour déposséder les peuples de leur pouvoir d'influence. Je crois que, concrètement, oui, on peut dire que Jean Monnet a inventé un système technocratique assez raffiné. La technocratie bruxelloise, c'est assez subtil. Mais c'est plutôt une ruse. Alors, de quelle raison? D'une certaine raison européenne, enfin, qui n'est pas vraiment la mienne. C'est une ruse qui a consisté à faire en sorte que les grandes décisions soient appropriées, par exemple, au niveau de la concurrence par la Commission. La Commission a plénitude des pouvoirs en matière de concurrence. Donc il n'y a plus de politique industrielle en Europe. C'est ce qui s'impose, c'est la concurrence. Ou alors, en matière de commerce international, c'est encore la Commission qui décide. Enfin, bien sûr, elle a un mandat du Conseil, mais dans la négociation du traité transatlantique, c'est quand même la Commission qui est chargée de négocier avec les Américains. Donc, je ne pense pas, voyez-vous, que l'Europe ait été une réaction... Enfin, je ne peux adhérer à votre formulation que comme je l'ai exprimé à propos de Monnet. C'est une ruse de la technocratie. Deuxièmement, souverainiste. Oui, j'ai l'habitude de dire, parce que je n'aime pas être confondu avec d'autres, que je revendique, moi, l'épithète de républicain, étant donné que c'est la même chose. Charles de Gaulle disait que la démocratie et la souveraineté sont comme l'avers et l'envers d'une même médaille. Belle formule. Et je me définis comme républicain, mais la République sans la souveraineté n'existe pas. Je dirais, la Déclaration des droits de l'homme repose sur la souveraineté nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? La France a créé la nation. Enfin, les rois de France ont créé la nation. Ils ont créé la France, puis la nation. Et la nation a mis la couronne sur sa tête. Elle a décidé qu'elle serait la République. C'est notre histoire. Donc, le mot souverainiste ne me gêne pas, moi, personnellement. Je ne le considère pas du tout comme une injure. Et je ne l'utilise pas non plus. Je parle de républicain. Dernière question. L'autoritarisme de
Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, c'est effectivement l'héritage du Baas, mais nous sommes à un moment où le Baas, qui était au départ un parti socialiste laïque créé par des chrétiens syriens, est évidemment un Baas dégénéré. D'abord, il y a eu le Baas militaire par opposition au Baas civil. Le Baas civil, c'était celui de Bagdad. Le Baas militaire, c'était le Baas syrien. C'est une dictature militaire qui repose sur une organisation quasi confessionnelle, les Alaouites, mais disons qu'il y a aussi une partie de la bourgeoisie sunnite qui soutient Bachar el-Assad. Autrement, il ne se serait pas maintenu. Et les minorités chrétiennes, druzes, etc., sont plutôt derrière Bachar el-Assad. Est-ce que ces méthodes ne se confondent pas avec celles de Daesh? À certains égards, on peut dire cela. Mais je vois quand même une différence fondamentale entre Bachar el-Assad et Daesh. C'est que Bachar el-Assad ne prétend pas instaurer un califat mondial. Il prétend dominer la Syrie. Alors que Daesh prétend instaurer un califat mondial. Et vous le retrouvez un peu partout, même en Libye. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et vous ne pouvez pas non plus essentialiser le Baas syrien en le détachant de l'histoire du Proche et Moyen-Orient depuis une trentaine d'années. Je dirais que le Baas syrien s'est allié à l'Iran contre Saddam Hussein, parce que c'était une querelle de frères ennemis, au début des années 80. Et ensuite, quand Saddam Hussein a été renversé, l'Iran est devenu la puissance dominante avec l'appui de la Syrie. Et la volonté d'éjecter Bachar el-Assad, elle répond au souci d'affaiblir l'Iran. Enfin, c'est assez simple, dit comme cela. C'est plus compliqué dans la réalité. Mais il faut avoir une grille de lecture, car les événements du Proche et du Moyen-Orient, qui paraissent un tissu d'horreur incompréhensible, vu de chez nous, en réalité, se comprennent rationnellement. Ce sont des luttes de pouvoir féroces, des luttes de pouvoir à l'échelle locale, régionale et mondiale, parce qu'il y a le pétrole. Donc, voilà. Voilà. Bon, alors avant de vous laisser partir, j'aimerais vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux et vous rappeler aussi que qui dit association dit adhésion. Alors si vous êtes intéressé par les prochains événements qu'on a évoqués, je vous invite à vous rapprocher de nous à la fin ou nous suivre sur Facebook. Ensuite, je voulais vous remercier. Oui. Oui, je n'ai pas répondu à votre espoir. Ah oui. Parce que je vous donne totalement raison. Il faut faire se lever l'espoir. Ah, justement. Mais naturellement, l'espoir, il doit partir d'un constat lucide. Mais oui. Et on doit dire que c'est sur la base solide de concepts clairs qu'on peut reconstruire l'espoir. Mais alors, comme disait Jaurès, il faut aller à l'idéal, mais en gardant les pieds sur terre. Gramsci aussi. Alors justement, en parlant d'espoir, peut-être une dernière question. Est-ce que vous êtes candidat en 2017 ? Ça dépendra beaucoup de ce que vous en pensez. Donc la réponse dépend de vous, mademoiselle.